merci à tous les deux d'avoir pris ce temps pour avoir cette discussion sur le thème du recrutement dans le BTP. Comme je l'expliquais un peu avant, l'idée, c'est qu'on garde ça sous le format d'une table ronde. J'ai fait néanmoins une petite présentation de quelques slides. Ça, c'est une petite déformation professionnelle qui me regarde, mais c'est juste pour qu'on puisse avoir une trace et un conducteur si jamais on est en panne d'inspiration. Mais l'idée, c'est que ça reste interactif. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les laisser sur le chat et moi, soit j'arriverai à les insérer dans la discussion, soit je les reprendrai à la fin pour que chacun puisse y répondre. Juste en 2 mots, je vais peut-être commencer par me présenter, vous dire un peu qui je suis pour que vous puissiez me placer un peu dans l'équation. Moi, je suis Maxime Thomas, je suis le responsable du cabinet de recrutement BRICS. Donc, nous, on a un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers du BTP, les métiers de l'immobilier, plutôt des métiers techniques. Donc moi, je suis amené à recruter des différents profils au quotidien je vais essayer d'apporter un petit éclairage à la fois sur le secteur et sur le recrutement dans le BTP de manière générale. Je vais peut-être vous laisser vous présenter tous les deux. Aujourd'hui, j'ai 2 invités. Jérôme? Oui, alors moi je suis Jérôme, je suis gérant de Mastéos Travaux, c'est le petit logo rose. Alors Mastéos, on est un acteur de l'investissement immobilier locatif, on cherche à le simplifier avec tout ce que ça implique sur les activités de la transaction, des travaux et de la gestion locative. Okay. Bienvenue Jérôme. Stéphanie? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Passito. Je suis chef de produit au sein de l'école Saisie. Donc, nous formons des jeunes et des moins jeunes sur différents métiers qui ont à voir notamment avec le BTP. Et donc, en tant que chef de produit BTP, je m'occupe de concevoir les formations qui répondent aux besoins des entreprises et donc aux besoins du marché. Donc, ce sont des formations qui se font en alternance. Donc, quand vous êtes jeune, vous pouvez les faire en apprentissage et quand vous êtes un petit peu moins jeune et que vous êtes salarié, vous pouvez les faire tout en restant dans votre sur votre poste de travail, dans votre entreprise et suivre nos formations pour changer de métier ou pour vous professionnaliser dans votre métier. Ok, bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté de participer à cette petite table ronde. Je pense qu'elle va être très intéressante. En tout cas, moi, je suis impatient de vous entendre sur le sujet. Alors, le recrutement dans le BTP, on va essayer de démarrer avec ce petit conducteur que je vous ai concocté. Donc déjà, je voudrais parler de manière générale du secteur du BTP. Je pense que tout le monde a besoin aujourd'hui d'un petit éclairage parce que on a un petit peu entendu tout et son contraire. Le contexte, il est un peu particulier, étant donné la crise sanitaire qu'on connaît, évidemment. Je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. Nous, ce qu'on a pu observer, déjà par tous les recrutements qu'on peut faire au quotidien, par toutes les demandes qu'on a au quotidien, c'est que c'est un secteur qui est solide. Donc, les candidats parmi nous qui nous écoutent ou ceux qui sont actuellement apprenants ou ceux qui peut-être se dirigent vers le secteur du BTP ou ceux qui y sont déjà, sachez que vous avez fait le bon choix parce que c'est un secteur solide. Aujourd'hui, quelques chiffres pour vous donner un petit peu plus de visibilité sur le secteur, même si c'est des chiffres que vous pourriez connaître par ailleurs. Le BTP représente 8% du PIB français. Donc, c'est pas négligeable, évidemment. C'est une part importante de notre économie. On parle de 183 milliards d'euros par année. Donc, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est évidemment considérable. Aujourd'hui, il y a un plan de relance qui a été décidé par le gouvernement, qui a plusieurs axes, mais qui s'appuie énormément sur le secteur du BTP, qui a été impacté évidemment par la crise, mais qui reste néanmoins très régulier. Nous, on le voit au niveau de nos recrutements et de nos chiffres, les recrutements continuent, et c'est un secteur qui continue à recruter, qui continue à former, qui continue à avoir de l'avant en traitant des problématiques d'avenir. Et ça, c'est hyper rassurant pour nous, pour tous les acteurs du secteur. Voilà, donc c'est la première chose que je voulais, c'est le premier message que je voulais passer aujourd'hui, évidemment. 1 million de salariés, bon, voilà un autre chiffre un peu abstrait aussi, mais pareil, hein, c'est énorme, évidemment, par rapport à la population d'actifs en France. Une grosse partie dans le bâtiment quand même.
parce que le BTP s'appuie sur différents domaines. Disons que le BTP, c'est très large comme thématique, évidemment. C'est difficile d'avoir des analyses qui soient finies et qui soient exhaustives sur le sujet. C'est très, très large. Mais une grosse partie dans le bâtiment, une minorité quand même sur la partie travaux publics et génie civil, 79% donc. Voilà. Donc ça, c'était juste pour remettre en contexte. Ensuite, nous, on voit que sur l'évolution du secteur, plusieurs grandes majeures, plusieurs grands thèmes, plusieurs grands sujets sont à l'origine de la dynamique que l'on voit dans le BTP, la dynamique d'évolution, dynamique de transformation. Déjà, un thème que nous, on entendait beaucoup déjà avant cette crise sanitaire et qu'on entend encore plus aujourd'hui, parce que comme toutes les crises, évidemment, ça, c'est aussi un révélateur, un accélérateur des transformations que l'on peut connaître dans un secteur. Le BIM, je pense que tout le monde connaît, sait ce que c'est. Si jamais vous voulez que je définisse des points plus particulièrement, n'hésitez pas à le demander dans les questions, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Donc le BIM, la maquette numérique, la digitalisation de manière générale, l'utilisation des données en ligne aussi pour traiter, organiser, suivre un projet de construction et d'immobilier. Donc ça, on en parlera aussi avec Mastéos parce que ça participe de cette digitalisation du secteur qui évidemment nous intéresse. La partie développement durable aussi, dont on entend de plus en plus parler. Nous, on le voit aussi à travers nos recrutements. On nous demande de plus en plus de compétences clés qui sont du domaine du développement durable, du bâtiment durable, lié à aussi une réglementation qui est en train de se mettre en place progressivement, qui se durcit, qu'on a besoin de profils spécialisés qui connaissent le secteur, qui savent comment créer un bâtiment éco-responsable, si on peut résumer un petit peu la problématique. Mais ça, c'est un thème qui revient constamment et qui est hyper intéressant, je trouve. Ensuite, moi, j'ai noté une compression du modèle. Ce que j'appelle une compression du modèle, ça veut dire que l'entreprise classique, disons, découpée par mission très cadrée et processée, est un petit peu en train de mourir, dans le sens où il y a un modèle start-up qui passe par là, parce qu'on est en train d'être face à des entreprises qui digitalisent fortement leur modèle économique et qui, du coup, ont plusieurs missions, plusieurs casquettes en une, et qui va très très vite. Donc on est face à des modèles économiques qui vont très vite, des entreprises qui évoluent très vite, qui font appel aussi à des profils techniques, évidemment. Et ça me permet. J'aurais eu tendance à dire que d'un point de vue marché, je trouve que c'est assez lent en fait, à l'inverse. J'aurais tendance à te contredire, pardon, sur. Ah, mais je t'en prie, vas-y. Je suis là pour ça. D'ailleurs, il y a un chiffre affolant tout à l'heure qui est apparu, c'est que il y a 300, si je ne me trompe pas, il y a 360 000 entreprises pour 1 million de salariés. C'est-à-dire que le rapport effectif entreprise, il est quand même fou. Parce que ça veut dire qu'il y a très peu en moyenne, il y a un peu plus de deux effectifs par entreprise. Ce qui fait que, ce qui relève du fait qu'il y a quand même beaucoup et énormément de petites entreprises, il y a énormément d'indépendants, d'entreprises à que quelques salariés, et c'est souvent des entreprises traditionnelles qui adoptent pas du tout des modèles start-up. Alors après, oui, ils se connectent à des start-up pour aller chercher du lead, par exemple dans le modèle de 1, 2, 3 de vitres ou .com, etc., qui sont sur des modèles start-up. Mais sur l'opérationnel en lui-même, c'est pas encore très start-up-tisé, si je peux me permettre. Mais je trouve que sur l'opérationnel, c'est assez lent en fait. Les artisans utilisent difficilement des outils de planification ou d'opération ou d'aide à la mise en œuvre d'un ouvrage, par exemple, sur le digital, quoi. C'est mon point de vue, c'est ce que je constate. Je suis complètement d'accord. Nous, on vient aussi du digital très fortement et on le voit que le modèle startup est en train seulement d'émerger dans le BTP, donc ça c'est une chose. Et ensuite, on sait que le BTP, c'est un marché qui est oligopolistique, comme on dit, si on utilise des termes techniques. C'est-à-dire qu'il y a quelques grands groupes qui dominent le marché, qui ont aussi des difficultés
à créer, disons, des filiales qui soient hyper réactives, hyper flexibles, puissent s'adapter au marché très vite, et des toutes petites sociétés d'une personne, 2 personnes, 3 personnes, qui ont d'autres problématiques, qui sont celles d'être visibles, de communiquer, de pouvoir grossir, de pouvoir trouver des investissements parce qu'ils ont un besoin en fonds de roulement qui est important. Donc voilà. Donc en effet, oui, le modèle startup. Ouais. Donc après, ça me fait une bonne transition, mais tu peux peut-être nous présenter ton modèle, parce que c'était la prochaine slide. Donc moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à toi. Je trouve ça super intéressant de donner la parole à une entreprise comme Mastéos, qui représente pour moi un modèle d'avenir quand même. Ouais, alors après, c'est vrai qu'on est sur un modèle qui est quand même très atypique et je dirais même assez unique, puisqu'en fait, on a créé tout un écosystème autour des travaux et pas que, parce que du coup, on parlait des startups travaux, mais aujourd'hui, les startups travaux, c'est surtout des entreprises qui font de la mise en relation avec des entreprises. Voilà, c'est souvent sur un modèle de courtage, mais on n'a pas encore en tout cas, je ne les connais pas, mais on n'a pas encore des startups qui s'impliquent sur les opérations directes, sur le terrain, vraiment dans le bâtiment. On est à l'arrivée en bout de chaîne et d'ailleurs les chiffres le démontrent, sur des entrepreneurs qui sont seuls ou à 2 ou à 3 personnes. Et on est sur des entrepreneurs qui doivent gérer tous les aspects d'une entreprise, que ce soit comptable, financier, juridique, etc. Et c'est un fait dans le bâtiment. Du coup, on n'a pas vraiment de grands acteurs start-up qui maîtrisent toute la chaîne du bâtiment jusqu'au terrain. Enfin, en tout cas, voilà, moi, c'est ce que je constate. Et du coup, chez Mastéos, nous, on a un modèle assez atypique. Bon, on est quand même spécialisé dans l'investissement locatif. Ce qu'il faut quand même préciser, on prend pas de chantier pour du particulier lambda et pour des travaux résidentiels. On a créé un système qui est entièrement adapté, spécialisé à l'investissement locatif, avec l'optimisation des agencements, etc., etc., et surtout des coûts, des matériaux. Donc, on a vraiment tout un écosystème complet en ayant un service achat en interne, un service logistique, notre propre entrepôt, pardon. Et on a aussi, du coup, le nerf de la guerre, des équipes travaux en interne. On a nos propres plombiers, menuisiers, etc. Ce qui fait qu'on maîtrise vraiment toute la chaîne de bout en bout et ce qui fait qu'on peut aller travailler sur l'ensemble des problématiques du bâtiment et pas que de la mise en relation et pas que aller être sûr que le gars qui est sur le terrain est assuré. Vraiment, c'est des problématiques terrain, des problématiques fonctionnelles, des problématiques logistiques. On parle peut-être pas de ça, mais je veux dire, aller faire un chantier dans une grande ville comme Paris ou Marseille, c'est quand même compliqué. Enfin, je veux dire, en termes de stationnement, en termes de logistique, qui c'est qui emmène les matériaux sur chantier? Est-ce que quand j'ai 5 gars sur chantier, de quelle manière ils viennent sur le chantier, de quelle manière ils se stationnent, de quelle manière le chantier est approvisionné? Ce genre de problématiques-là, aujourd'hui, il y a très très peu de startups, voire quasiment pas, et j'en ai cité que quelques-unes, qui répondent à ça en fait. C'est pour ça que je tiens quand même à indiquer pour les gens qui nous écoutent qu'il y a beaucoup à faire dans le bâtiment, il y a encore énormément de problématiques, et pour l'instant, je trouve que c'est très très lent. La course aux startups dans le BTP, je trouve que c'est très très lent, ou du moins, j'aurais tendance à dire même que peut-être les startups ne se mouillent pas assez, ou du moins pas assez sur les fonctions opérationnelles du métier, quoi. Ouais. Hyper intéressant. Je suis complètement d'accord. Moi, je trouve ça incroyable qu'une société qui soit spécialisée dans l'investissement immobilier puisse aujourd'hui recruter des profils travaux. Donc, c'est fantastique. Il y en a quelques-unes quand même. J'en ai quelques-unes en tête parmi vos concurrents. Je suis très curieux justement de trouver, d'aller à la rencontre d'entreprises qui ont passé le cap et qui s'attaquent à des problématiques vraiment de terrain, quoi. Ah ouais, alors là, je peux tout citer, dont on parle à l'aparté, mais je peux t'en présenter quelques-unes avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas assez, ça c'est sûr, et il y a encore un modèle.
il y a un modèle qui est quand même très ancien à remodeler. C'est complexe, il faut se le dire. Hein. Le bâtiment, c'est très, très complexe, surtout quand il y a plusieurs corps de métier. Alors, quand on est spécialisé, c'est un peu plus simple, mais quand on veut maîtriser du tout corps d'État et à la fois avoir des ressources internes, c'est vraiment très compliqué, quoi. Ok, merci Jérôme. On va passer la parole un peu à Stéphanie. Je trouve que c'est intéressant de faire le lien aussi entre vous deux et que Stéphanie puisse nous présenter un petit peu plus les formations du CESI. Et est-ce que tu penses, peut-être pour commencer, que les étudiants au CESI ont une notion assez claire de ces problématiques et de ces transformations qui sont en cours dans notre secteur? Alors, pour répondre à vos questions et rebondir sur ce que vous disiez, en effet, donc CESI ne forme pas que sur le BTP, forme aussi sur l'industrie, l'informatique, donc forcément le numérique, le QSE, les RH. Enfin, vous voyez, c'est très diversifié. Mais concernant le BTP, c'est vrai que on voit qu'il y a des évolutions sur le marché du travail, hein, c'est-à-dire les compétences qui sont requises pour pouvoir occuper tel ou tel poste. Ces compétences sont quand même en lien avec les évolutions des demandes des clients, hein, parce que l'air de rien, les objets connectés, des bâtiments qui soient durables, non polluants dans leur ensemble, ce sont des choses toutes bêtes, mais par exemple l'intégration des véhicules électriques avec la recharge, le fait que les bâtiments doivent être producteurs d'énergie. Donc tout ça, en fait, ce sont des révolutions, hein, d'une certaine manière, hein, quand on parle du bâtiment en général, mais qui s'intègrent petit à petit parce que les besoins des clients évoluent et c'est ça qui tire un peu le marché vers de nouvelles techniques et de nouvelles technologies. Et donc ça arrive chez nous après parce que derrière, il faut des gens qui connaissent en fait ces techniques et ces technologies et donc qui acquièrent ces nouvelles compétences. Alors, je dirais que c'est notre vision, c'est assez comment dire, ambivalent parce que à la fois on forme des jeunes qui comment dire, qui vont intégrer des entreprises qui ont plus ou moins ces problématiques-là. Et souvent moins que plus, il faut dire la réalité, parce que les jeunes que nous plaçons se retrouvent dans des entreprises de toute taille. Et comme vous l'avez souligné, il n'y a pas que des très très grosses entreprises à la pointe du progrès, hein. Il y a beaucoup de TPE et de PME. Et donc, les jeunes que nous formons, ils restent quand même très ancrés sur le terrain et donc sur le chantier et donc les bottes dans la boue, hein, il faut dire les choses. Et quand on doit construire un ouvrage avec les bottes dans la boue, c'est vrai que les notions de start-up et de nouvelles technologies high-tech peuvent être un petit peu loin. Mais ça n'empêche que nous, on essaye, en tout cas, hein, dans le temps qui nous est laissé pour les former sur la partie théorique, parce qu'en fait, le fait de faire une formation en alternance, ça veut dire que vous êtes formé en centre de formation sur la théorie et vous appliquez vous faites de la pratique dans l'entreprise. Donc, c'est quand même très soumis à ce que votre entreprise fait effectivement. En tout cas, sur la partie théorique, c'est vrai que nous, on essaye de sensibiliser les jeunes au BIM, au développement durable, voilà, à de l'économie d'entreprise, des choses comme ça. Mais on les forme surtout à un métier. Donc, par exemple, quand on les forme à être responsable de chantier, ça veut dire assistant chef de chantier, conducteur ou assistant conducteur travaux pour ensuite occuper ces postes-là. Forcément qu'on reste sur les bases du métier et donc les fondamentaux du métier. De la même façon, quand on forme des futurs chargés d'affaires BTP, comme l'a dit Jérôme, nous on est plutôt sur des formations tout corps d'État. Donc là aussi, dans le temps qui nous est imparti, on ne peut pas en faire des hyper spécialistes sur tous les corps d'État. On leur donne des notions. Hein, il faut rester très, très humble par rapport à ce que peut faire une formation. Hein. On donne les bases, on donne les notions pour qu'ils puissent ensuite se débrouiller dans le monde du travail, dans les entreprises et pouvoir évoluer ensuite en fonction de leur talent personnel. Bien sûr. Toutes les formations au CESI sont en alternance ?
Oui, alors en effet, nous, on a un grand principe, c'est on ne veut absolument pas se déconnecter du monde de l'entreprise. Donc, en fait, tous nos apprenants, qu'ils soient stagiaires de la formation continue, qu'ils soient en apprentissage, en contrat de professionnalisation, alors on a aussi une école d'ingénieurs, donc qu'ils soient en école d'ingénieurs, font leur formation en alternance, donc avec, bon, les durées peuvent changer, mais par exemple, sur des formations de responsable de chantier ou de chargé d'affaires, la formation, la formation se déroule 1 semaine par mois dans nos campus et 3 semaines en entreprise. Voilà. Et lorsqu'on est un salarié, imaginons, je suis un chef d'équipe et puis mon entreprise me propose un poste de chef de chantier, donc il faut que je me renforce un peu sur le suivi de chantier, la planification, voilà, des choses un peu plus théoriques. Et bien là, je peux venir suivre une formation au CESI sur 1 année. Je viens 2 à 3 jours par mois en formation, donc je peux continuer de travailler et me former au CESI pour obtenir un diplôme, un titre RNCP de niveau 5, donc ça veut dire un bac+2, un équivalent bac+2, et j'ai un métier de responsable de chantier de bâtiments et travaux publics. Hyper intéressant. Et quelle est l'évolution, disons, académique chez vous ensuite quand on a ce diplôme en poche? Quelles sont les possibilités? Alors en fait, on peut poursuivre. C'est vrai nous, on a construit ce qu'on appelle des filières, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer au CESI avec le bac, choisir donc en effet de faire votre carrière dans le BTP et donc de suivre une formation en alternance de responsable de chantier BTP. Donc vous le faites en 2 ans. Et puis ensuite, si ça fonctionne bien et que ça vous plaît, 2 possibilités pour vous. Soit vous dites je ferais bien 1 année de plus parce que finalement j'ai envie d'ajouter une corde à mon arc et de devenir chargé d'affaires. Donc vous pouvez faire en 1 année un bachelor de chargé d'affaires BTP. Ou vous pouvez tout à fait également, après votre formation de responsable de chantier BTP, décider de travailler, parce que c'est quand même la finalité de nos formations, c'est de vous aider à rentrer rapidement dans le monde du travail. Donc, vous pouvez travailler pendant 2-3 ans et pourquoi pas revenir vous former ensuite sur une formation de chargé d'affaires. Vous voyez, les entrées-sorties se font à tous les moments de la vie, je dirais. Et puis bon, on a certains jeunes qui peuvent aussi avoir envie de continuer et de faire un diplôme de manager de direction opérationnelle. Donc là, c'est un bac+5. Il faut refaire encore 2 ans d'études et pour devenir chef d'agence, monter sa propre entreprise. Donc il y a vraiment du choix. Alors nous, on a eu le parti pris de rester quand même assez proche des chantiers. Vous voyez, parce que alors on a dans les entreprises qui accueillent des jeunes de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, des entreprises de toute taille, de tous les secteurs du BTP. Donc c'est très très riche et très varié parce qu'entre le gros œuvre, le second œuvre, enfin, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Merci beaucoup, hyper intéressant. C'est un vrai parti pris de vouloir rester proche de l'alternance et proche du terrain, et c'est un petit peu ça que je voulais dire tout à l'heure, le fait que des sociétés comme Mastéos puissent s'être intéressées par des profils travaux, c'est une piste d'évolution aussi pour vos étudiants actuels ou futurs étudiants. Bien sûr. En se disant, voilà, je peux aussi évoluer au fil d'un projet. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a plusieurs façons d'évoluer, évidemment. Ça peut être de façon académique, ça peut être en remontant le fil d'un projet, comme je le disais. Concrètement, ça veut dire que vous formez des personnes à l'opérationnel, à l'exécution, à la réalisation de projets, donc au terrain. Et ça, c'est fondateur. Ça les suivra toute leur vie. C'est hyper important d'avoir ces notions techniques pour pouvoir évoluer, tout simplement, avec passion. Et ensuite, ils peuvent aller de côté commercialisation, par exemple, côté avant-projet, côté conception, côté immobilière, si même on remonte encore plus loin le fil des idées. Mais c'est quand même nouveau. Nous, on a l'impression, en tout cas, que les entreprises soient de moins en moins cloisonnées. Nous, de plus en plus d'entreprises qui sont côté maîtrise d'œuvre et donc qui font de la conception, ou qui font de l'avant-projet, ou qui font même de l'architecture, ou qui font de l'immobilier, s'intéressent à des profils qui ont des compétences techniques terrain et qui ont cette expérience terrain. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. Et d'ailleurs, le fait
de garder cette alternance, ça le prouve bien aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Donc je pense que vous avez raison, et je pense que tous ceux qui ont signé des formations chez vous ont eu raison de le faire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par ça aussi. Et vous parliez tout à l'heure de la spécialisation, et je voulais dire 2 mots là-dessus, parce que la spécialisation, c'est néanmoins vu parfois comme un défaut par certains candidats, dont on l'entend beaucoup, qui me disent, bah là, je suis un peu trop spécialisé, ce serait mieux si j'étais TCE, ou je souhaiterais évoluer vers du TCE. Alors qu'en fait, nous, on le voit plutôt comme une évolution aussi, en se disant, bah voilà, il y a la médecine généraliste, donc c'est bien d'avoir des bonnes bases en médecine, mais ensuite, il faut faire des années en plus, ou alors avoir une autre expérience opérationnelle si on veut être spécialisé dans un domaine bien précis, typiquement l'électricité, typiquement le facility management, typiquement la maintenance, typiquement le fluide, etc. C'est un vrai choix de carrière. Et nous, on a envie de dire à tous les candidats que c'est un choix qui se fait très tôt, en ayant aussi conscience du marché, hein. Comme là, par exemple, en ayant conscience des sociétés de l'existence des sociétés comme Mastéos, on peut rapidement prendre un chemin et se dire voilà, j'ai envie de me spécialiser, j'ai envie d'avoir des compétences qui vont me suivre et que je vais développer et qui vont rendre mon profil attractif et pas forcément garder toujours ce profil trop généraliste, j'ai envie de dire, même si au début c'est une bonne chose parce que ça permet de créer beaucoup d'opportunités et de multiplier les portes d'entrée possibles. Mais ensuite, il faut faire des choix. Donc, il faut aussi se spécialiser. Et ça fait partie des chemins. Voilà. Je voulais aussi dire 2 mots sur le management, même si c'est quelque chose qui est forcément ancré dans un poste de responsable de chantier, parce qu'on est forcément amené à diriger des équipes, mais trop souvent, on le voit auprès des candidats des candidatures qu'on peut traiter comme étant un petit peu négligées, dans le sens où la plupart des candidats se disent bon bah le management c'est pas une compétence, ou en tout cas je l'ai fait, j'ai managé une équipe, j'ai dirigé une équipe de 3 personnes, donc je suis manager. Non, manager c'est une compétence qui s'apprend. C'est un métier en soi d'être manager et c'est quelque chose de complexe. Donc je ne sais pas si à travers les formations du CESI, il y a ces compétences-là qui sont transmises ou vous avez des cours particulièrement là-dessus? Oui, en effet, on essaye d'apporter un soin particulier à tout ce qui va concerner les soft skills au regard des hard skills, c'est-à-dire les hard skills, les compétences purement techniques d'un métier. Et puis à côté de cela, en effet, il y a tout le savoir-être. Qu'on essaye de travailler avec les personnes qui sont en formation chez nous. Donc, ça peut passer par différentes formes, hein, parce que ça s'apprend pas de la même manière que faire une étude de prix, par exemple. Donc, en effet, on va avoir des apprentissages qui vont se faire en mode collaboratif, où là, on développe un certain nombre de compétences managériales. Et puis, on essaye de sensibiliser en effet les jeunes sur l'importance d'acquérir de bonnes notions en management, parce que c'est comme le reste, ça s'apprend. Donc nous, ça fait partie intégrante, hein. Il y a des blocs entiers de compétences qui sont réservés à ces thèmes. Après, il est vrai qu'aussi, c'est l'expérience, hein. On ne peut pas demander à un jeune qui sort de l'école d'avoir le même bagage en management que quelqu'un qui va avoir des dizaines d'années d'expérience. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que même avec des salariés qui sont en situation de manager depuis de nombreuses années et des très grosses équipes, ça fait jamais de mal de revoir les bases et puis de travailler en effet ces compétences-là, parce que aujourd'hui on sait très bien que ça fait 50% du travail quand même. Donc elles ne sont plus négligeables du tout, et on essaye par des approches pédagogiques un peu innovantes de faire en sorte que ce soit le mieux compris possible. Oui, j'ai lu en parcourant votre plaquette que vous aviez des jeux de rôle pendant votre formation. Je trouvais ça intéressant. Moi, je ne me Oui. rappelle pas qu'à mon époque, on avait des jeux de rôle. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça Oui, bien sûr. En fait, si vous en place? voulez, on a mis en place ce qu'on appelle des projets collaboratifs qui permettent aux jeunes, je vais parler surtout des formations en alternance pour les jeunes, qui permettent aux jeunes de réellement travailler sur des vrais cas.
Voilà, avec des vrais dossiers, complexes, beaucoup d'informations. On les met en groupe de 4, par exemple, et puis on leur donne 4 jours pour faire le travail. Et puis, débrouillez-vous, quoi. Donc, en gros, on enferme 4 lions dans une C'est ce qui cage se et passe on dans leur la dit réalité. débrouillez-vous. C'est ce qui... Ce qui se passe dans la réalité. Voilà. Donc, Est-ce au qu'ils ont départ, des imprévus? Est-ce qu'il y a des cas d'urgence? bien sûr, Ah, on bon, leur ça dit va. pas tout, on leur dit pas tout. Ça, c'est la Donc, base, justement. Donc c'est du super TP, quoi, si vous voulez, ce qu'on faisait à l'école, les travaux pratiques. Bon, là, c'est du super travaux pratiques avec vraiment comme vous dites, des impondérables, puis ça se passe jamais comme on a prévu de toute façon. À partir du moment où on met 4 personnes différentes à faire la même chose, bon, il y a des histoires à raconter. Et puis, ça leur sert d'expérience, en fait, parce que l'air de rien, nous, notre objectif, c'est vraiment qu'ils apprennent en faisant. Et donc, ces projets collaboratifs, ils sont construits dans cette idée-là de ne pas les faire travailler sur des cas d'école. On les fait travailler sur des vrais cas avec toute la complexité que ça impose. Mais au moins, ils sont préparés à cela. Et puis, donc, par exemple, sur la partie management, on invente. On leur dit, vous allez vivre dans la vie d'un manager, et puis il lui arrive plein de choses pendant cette journée, et comment vous réagissez. Il reçoit le mail de son chef qui lui demande le suivi budgétaire pendant 2 heures parce qu'il passe devant le client. Le chef Jérôme l'a appelé. Voilà, et c'est ça leur journée. Et donc, ils passent une journée comme ça dans la peau du futur professionnel qu'ils seront. Et ça, forcément, c'est très riche parce qu'ils apprennent sur le tas, vraiment. Et puis ensuite, nous, on débriefe avec eux, parce que l'idée, c'est quand même qu'ils en tirent quelque chose. Et donc, on débriefe avec eux, mais on débriefe sur ce qu'ils ont vécu. Et donc, ça s'ancre vraiment beaucoup mieux. Ces compétences-là sont plus ancrées à partir du moment où on est parti de la réalité vers le conceptuel, et pas l'inverse, comme on faisait souvent à l'école, où on explique pourquoi il faut faire comme ça, puis après on vous dit débrouillez-vous dans la vie, quoi. Bon, là, on le fait un petit peu autrement. Et ça a plutôt du succès. Donc, c'est pas toujours des expériences faciles à vivre, quand on est dedans, quand les apprenants sont en cours de ces projets collaboratifs. Mais en tout cas, après, ils sont très contents de l'avoir fait. J'imagine. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme, sur le fait que les imprévus font partie du métier et que ce soit formateur? Je pense qu'il faudrait mieux mettre le paquet au niveau de la formation parce que Il y a beaucoup à faire, oui, je suis d'accord. Parce que sur le terrain, je ne veux pas les décourager, mais les imprévus, c'est la normalité dans le bâtiment. À chaque chantier, il y a des imprévus, ça fait partie du jeu en fait. Donc déjà, faut accepter le fait de, faut pas trop être frustré en fait parce qu'il y a des imprévus, puisque en fait ça fait partie du jeu, quoi. Le chantier parfait n'existe pas et n'existera jamais, tout comme le chiffrage parfait, tout comme le phasage de chantier parfait, ça n'existe pas. Et ça, en fait, il faut l'accepter dès le départ. Mais je pense que la clé dans justement ce poste de responsable, c'est d'avoir conscience de ça et de faire en sorte de verrouiller en fait à chaque étape les choses, et c'est une prise d'initiative au quotidien, quoi. Ça, faut vraiment que les gens qui nous écoutent en aient conscience, que je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants d'ailleurs, j'ai l'impression, parce que c'est la clé, quoi. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que dans ces métiers-là, à l'école, on apprend beaucoup à anticiper, à prévoir, la préparation de chantier, la planification, la préparation des budgets, etc. Donc, on prévoit énormément. Et en fait, on prévoit pour avoir le temps de gérer les imprévus, en fait. Non, mais la préparation, une bonne préparation de chantier, c'est un chantier à moitié fait, en fait. Avant même qu'il ait démarré, s'il est bien préparé, il est déjà à moitié fait. Après, il y a toujours des rebondissements, mais ça, encore une fois, faut en avoir conscience. Mais la préparation, c'est hyper important. Hyper important. Et d'ailleurs, on parlait des petites entreprises tout à l'heure, mais moi, de mon vécu sur les petits entrepreneurs ou les petites entreprises à quelques effectifs, il manque justement de cette partie-là, et il manque de postes
de responsables, on va dire, qui vont aller chercher et vont prendre des initiatives pour faire en sorte que les chantiers soient le plus fluide possible, quoi. Sûr. Toi, tu vas être amené, Jérôme, à recruter des responsables de chantier dans un avenir plus ou moins Ouais, proche. alors nous, en fait, chez Mastéos Travaux, après, on est en plein développement, on connaît un très très gros développement. Nous, dans notre organigramme, on a des responsables travaux au niveau régional qui, au lancement d'une région, sont tout simplement des chargés d'affaires. Donc, on a des chargés d'affaires et des chefs de chantier. Voilà. Les chargés d'affaires, qui ont plus une casquette technico-commerciale, on va dire, et qui suivent le projet du début à la fin, du chiffrage jusqu'à la levée des réserves, et qui tiennent le rapport et le lien avec le client. Et ensuite, on a les chefs de chantier, ce qui, je pense, est un peu l'équivalent de ce qu'on est en train de dire, les responsables de travaux, qui là, eux, bon, après, moi, je vais parler en mon nom, parce que nous, on a des chantiers moyens d'à peu près 40 à 50 000 euros. Donc, un chef de chantier chez nous, ça va gérer entre 3 et 5 chantiers à peu près en même temps. Une équipe d'à peu près 7 à 15 personnes dispatchées sur ces chantiers-là. C'est lui qui va être chef d'orchestre au quotidien et qui va affecter ces gars sur les différents chantiers en respectant les phasages de chantier, qui va s'assurer aussi quand même de la rentabilité dans un sens du chantier, puisque en fait on a des heures qui ont été vendues, alors il faut qu'on les respecte, on a des objectifs de durée, et voilà. Après, c'est aussi la personne qui est en support et en appui de tous les ouvriers quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou quand il y a une question d'ordre technique, puisqu'en général, en tout cas chez nous, un chef de chantier, c'est quelqu'un qui a des connaissances sur 90% de tous les corps de métier, qui est une base solide sur laquelle on peut se reposer en cas de pépin ou de cas spécifiques. Enfin voilà, quoi, je pense que je l'ai assez bien détaillé. Ok, bon, écoute, prépare-toi à recevoir des CV en grande quantité, apparemment. Je crois que c'est. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. On se en mettra. ouvre dans pas mal de villes, et on ne compte Ok. pas s'arrêter de sitôt. Bon, bah écoutez, ceux qui sont un peu partout en France, n'hésitez pas, hein, vous envoyez votre CV comme ça, je les transmettrai à Jérôme avec plaisir. Je tiens à préciser qu'on prévoit une 50aine de recrutements cette année quand même. Donc, il y a de quoi faire. Donc, ouais, une courbe. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, chez Mastéos Travaux, uniquement équipe travaux, on est 30, Ouais. avec 17 ouvriers, 3 chefs de chantier et 4 équivalents chargés d'affaires. Donc voilà, et là on est ouvert sur 4 villes différentes, enfin 3 villes, dont une vraiment en ouverture assez proche, et on va continuer à ouvrir les villes tous les 2-3 mois cette année, et l'année prochaine on verra comment ça va se passer, mais ça sera peut-être une cadence encore plus soutenue, quoi. Super. Bah, c'est typiquement ce que j'entendais par modèle start-up, hein. C'est une croissance à 2 chiffres qui va très très vite, mais je connais très peu d'entreprises du BTP aujourd'hui qui ont une telle croissance et qui peuvent recruter 50 personnes en étant 30. C'est très rare, évidemment. Donc super. Bah, écoute, génial. Tu as déjà quelques personnes intéressées apparemment dans le chat, donc on vous met en contact. Évidemment. Juste pour répondre à la question de Christelle qui m'a demandé si l'emploi donc dans la construction durable était viable. Enfin voilà, s'il y a beaucoup de propositions en région PACA et Occitanie. Oui, moi juste 2 mots là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, le marché de l'emploi, il est dynamique. Nous, clairement, on s'est rendu compte à notre échelle que le nombre de CDI signés était le même qu'en 2019. Il est en évolution croissante depuis quelques années, hein. Disons qu'il s'est un tout petit peu stabilisé, mais il est toujours en positif. C'est-à-dire qu'il y a plus de CDI signés en 2020 qu'il n'y en a eu en 2019. Donc ça, c'est quand même un indicateur incroyable de la santé du secteur. Après, dire spécifiquement si dans les métiers de la construction durable, dans ces régions, c'est particulièrement dynamique. Non, je pense que c'est dynamique comme le reste du secteur. Et oui, c'est des thèmes qui sont très traités et très mis en avant par que ce soit les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage ou les constructeurs. Donc, on a énormément de demandes, bien sûr, sur des métiers de construction durable aussi en région PACA et en région Occitanie. Donc voilà pour ça.
Ensuite, sur la digitalisation, donc je voulais parler un petit peu de ça et un petit peu du recrutement aussi, évidemment, sur comment nous, on peut être amené à recruter et comment un candidat peut se mettre en avant de la meilleure des manières, comment une entreprise peut se rendre visible aussi et recruter de façon efficace. Et on se rend compte que parfois, dans le BTP, il y a un petit décalage par rapport à ce qui devrait être fait et ce qui est fait. Typiquement, nous, on recrute sur énormément de plateformes. Aujourd'hui, c'est pas les plateformes qui manquent. Digitales, où on peut déposer son CV, où on peut déposer sa candidature, où on peut postuler à une offre d'emploi. Il y a les plus connus, évidemment, sur lesquels on est aussi actif, et toutes les entreprises sont actives sur ces plateformes. Donc Indeed, Monster, je peux en citer d'autres. Il y a Region Job, il y en a beaucoup. Donc pas hésiter à multiplier les points d'entrée. LinkedIn, un acteur incontournable aujourd'hui. Je pense que celui qui cherche un emploi aujourd'hui doit être absolument acteur sur LinkedIn, avoir un profil soigné, pourquoi pas postuler évidemment sur des annonces d'emploi sur LinkedIn et faire des contacts directs. Donc nous, c'est ce qu'on conseille le plus aux candidats. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, être passif ne suffit pas. Il faut ne pas hésiter à être acteur, à contacter directement les entreprises. Et pour ça, il faut que vous ayez un projet qui soit clairement établi. Il faut vraiment que vous soyez sûr de ce que vous voulez et de votre évolution, même si ça peut évoluer évidemment. Mais en tout cas, il faut viser des entreprises, celles qui sont le plus visibles, celles qui correspondent à vos valeurs, celles qui peuvent vous proposer le poste de vos rêves et ne pas se mettre de limites. Je sais pas à vous, mais moi je viens d'une époque où en fait on pouvait directement à l'oral passer la porte de l'entreprise à côté de chez soi et puis chercher du travail, et on peut toujours le faire évidemment, et c'est toujours bien perçu, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, grâce à de nouveaux outils numériques, on a accès au marché dans ses grandes largeurs. Donc ne surtout pas se limiter, ne pas hésiter à se renseigner, faire de la veille et passer des portes de façon plus virtuelle. Mais en tout cas, ne pas hésiter à contacter les gens. Voilà. Donc ça fait partie de cette démarche candidat de se vendre, et nous on conseille énormément de le faire parce que bien sûr quand on poste une offre d'emploi, nous on a énormément de réponses évidemment, donc pour se démarquer c'est très difficile. Par contre, si vous contactez en direct l'entreprise, bon, assez peu de candidats le font quand même, c'est une toute petite minorité, donc vous vous démarquez automatiquement avec un message court, un message clair qui reprend des éléments de l'annonce, pourquoi pas. Après on pourra aussi en discuter en détail sur comment mettre ça en place, mais en tout cas c'est une démarche qu'il faut avoir. Voilà. Se rendre visible sur l'écosystème, hyper important. Donc communiquer à travers votre LinkedIn, à travers vos compétences, à travers les projets sur lesquels vous êtes intervenu. Vous pouvez les mettre dans votre LinkedIn. Ça peut être par d'autres réseaux sociaux aussi. De plus en plus d'entreprises sont actifs sur les réseaux sociaux. Notamment, je sais que je peux en faire bondir peut-être quelques-uns, mais Instagram, entre autres, et d'autres, où nous, on voit de plus en plus d'entreprises recruter. Pourquoi? Parce qu'elles communiquent sur des projets sur lesquels elles interviennent. Ensuite, des candidats peuvent répondre et se montrer intéressés. Et l'inverse est vrai. Si vous êtes stagiaire ou alternant dans une entreprise, pourquoi pas communiquer sur le projet sur lequel vous travaillez? Ça montre déjà votre intérêt, ça montre vers quoi vous vous dirigez, et ça vous positionne dans un écosystème digital qui est déjà spécialisé ou tourné sur le type de projet qui peut vous intéresser. Donc, hyper intéressant de le faire. Ne pas hésiter. Voilà. La démarche trop classique de faire son CV, faire une lettre de motivation et se cantonner à répondre à des annonces n'est plus suffisant. Ça, il faut que chacun l'entende. Et voilà. J'espère que je vous ai convaincu. En tout cas, c'est vraiment efficace. Ça, je vous l'assure. Donc voilà pour ça. Ça vaut aussi pour les entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, le marché de la communication de l'entreprise, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas de l'image, de la réputation digitale d'une entreprise, travaux, ou plus largement qui a un bureau d'études, qui fait de l'architecture, qui fait de l'immobilier, et aussi un petit peu saturé. Disons que voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui communiquent bien et qui sont très visibles. Donc forcément, si vous ne communiquez pas du tout, c'est compliqué d'attirer les meilleurs talents, parce que jusqu'à aujourd'hui, bon, la crise sanitaire a un petit peu rééquilibré les forces, encore que c'est en train de rebasculer, mais la guerre des talents est plutôt en faveur des candidats. C'est-à-dire qu'il y a plutôt plus d'offres que de candidats.
Donc, évidemment, si vous voulez, face à toute la concurrence, attirer les meilleurs talents et ceux qui ont les compétences spécifiques qui vous intéressent, il faut être visible, il faut communiquer. Donc là, je m'adresse plutôt aux entreprises qui peut-être assistent à ce webinaire. Mais et ça, pareil, il y a énormément de manières de le faire. Je vais peut-être pas essayer d'être exhaustif parce que je vais parler pendant 2 heures, mais on pourrait faire un webinaire quasiment juste sur le sujet. Mais voilà, ne pas s'enlever ça de l'esprit. Il faut communiquer. Donc c'est ce que je disais. C'est quand on fait des projets, il faut en parler. Et il faut prendre des photos, créer des visuels, parler avec les gens, faire de l'approche directe aussi côté entreprise et se montrer intéressé. Voilà, un petit peu. Alors je sais pas, j'ai fait un petit monologue là. Je vous ai en prie de m'en excuser. Je sais pas si ça vous appelle une réaction ce que je dis. Apparemment pas. Stéphanie, non? Non, moi ce que je pourrais ajouter, c'est que en effet, bon, les jeunes qu'on recrute vivent dans le monde actuel, donc en effet, ils utilisent les réseaux sociaux, etc. Mais il faut apprivoiser en fait dans le monde du recrutement, il y a quand même quelques petites règles. Donc il faut être sur les réseaux sociaux tout en respectant les règles du recrutement. Et puis bon, il faut en effet soigner sa réputation, sa réputation d'alternant et sa réputation sur les réseaux, parce que la carrière est longue et Internet a de la mémoire. Donc c'est un conseil que je donnerais aux jeunes qui veulent se lancer dans les carrières du BTP. Tout à fait. Vous avez des ateliers recrutement, candidature au sein du CESI? Oui. Comment ça se Oui, en déroule? effet, c'est-à-dire que un jeune qui se présente chez nous et qui dit voilà, je suis intéressé pour suivre une formation, il n'a pas forcément identifié une entreprise déjà dans laquelle il peut faire son alternance. Donc on a en effet des ateliers qu'on appelle TRE, de techniques de recherche d'emploi, mais qui sont des emplois en alternance. Qui permettent à ces apprenants, à ces futurs apprenants, ils ne sont pas encore inscrits chez nous, tant qu'il n'y a pas un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage qui est signé, ils ne sont effectivement pas en formation. Donc on les accompagne à bien définir leur projet professionnel, parce que c'est la première chose, comme vous l'avez dit, c'est de savoir ce qu'on veut faire de sa vie professionnelle. Ensuite, nous, on vérifie la compatibilité avec le projet de formation, parce que si on nous dit je veux absolument être ingénieur, on peut pas faire ingénieur en faisant responsable de chantier BTP, ça marche pas. Donc il y a d'autres formations pour ça. Donc on vérifie le projet de formation et puis ensuite on accompagne. Une fois que le projet professionnel est bien défini, ça aide quand même pour bien présenter son CV, pour bien se préparer à un rendez-vous. Pour bien, nous, on a comment dire, il y a une particularité, c'est que le jeune, il doit expliquer à l'entreprise ce qu'il va être en capacité de faire quand il sera dans l'entreprise en alternance. Donc là, on les prépare aussi, et puis on les prépare à faire un entretien de recrutement. Et comme vous le notiez, là, de pouvoir faire un petit mail de remerciement après l'entretien. Bon, voilà, on leur donne des petits conseils pour qu'ils mettent toutes les chances de leur côté pour réussir à convaincre une entreprise qu'ils sont le bon profil. Et puis, eux aussi, parce qu'ils choisissent aussi. C'est-à-dire qu'une entreprise qui prend un alternant, elle va lui confier des missions. Et donc, il faut que l'alternant, il ait envie de faire ses missions. Donc, je ne veux pas dire que les alternants ont le choix et ils font la fine bouche, mais ils sont quand même aussi à la manœuvre du choix. C'est un choix qui se fait des deux côtés. Exactement. C'est exactement ça. Pour le mail d'après-entrevue, on peut en parler, mais en général, il faut que ça remplace absolument la lettre de motivation. Je ne sais pas si vous leur conseillez de faire des lettres de motivation. Oui, mais, toujours. bien, On reste assez traditionnel dans nos conseils, je l'avoue. Il n'y a aucun problème. Moi, j'aurais tendance à conseiller le contraire et d'utiliser ce mail de remerciement d'après-entrevue comme lettre de motivation, en le soignant de manière qualitative, en reprenant les missions du poste, en reprenant ce qui s'est dit pendant l'entretien, et on aura beaucoup plus d'impact. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, une lettre de motivation peut fonctionner, mais elle fonctionne de moins en moins
parce qu'il y a énormément de candidatures digitales qui sont formulées. D'accord, ouais. Et un recruteur, que ce soit en entreprise ou même nous, qui passons notre journée à faire ça. Alors si nous qui passons notre journée à faire ça, on n'a pas le temps de lire des lettres de motivation, il y a assez peu de chances que quelqu'un d'entreprise prenne le temps de le faire. Voilà, je pense que le temps sera toujours mieux employé à faire un CV qui soit visuel, qui soit attrayant, attractif et qui attire l'attention, et ensuite d'avoir une approche directe et de faire un mail de remerciement, pourquoi pas après un entretien. Et d'ailleurs, le CV, ça aussi, je tiens à le dire parce que c'est un défaut qu'on revoit énormément, notamment chez les jeunes profils, mais pas que. Un CV trop long n'est pas une bonne chose. Le CV n'a pas pour vocation à être exhaustif, à détailler tout ce que vous avez fait. Le CV n'a une seule fonction, c'est faire en sorte qu'on vous rappelle. C'est tout. Voilà. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience et être bien référencé aussi. C'est quelque chose qui est un petit peu nouveau dans le jeu du CV, mais les mots-clés sont importants. Donc c'est important de mettre un titre à son CV pour que l'intitulé du CV, le poste que vous visez, correspondent aux personnes qui vont trouver votre CV. Donc en tapant dans un moteur de recherche des mots-clés, ils vont tomber directement sur votre CV parce que le titre correspond à leur annonce. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Donc ensuite, que ce CV corresponde au projet qui est le vôtre. Donc voilà, qui se dirige vraiment vers le type de métier que vous visez. Moi, je valide à 100% ce que tu viens de dire, et d'ailleurs, d'expérience, je déconseille aussi fortement la lettre de motivation. Je sais que c'est à l'inverse du coup, mais je préfère 100 fois lire un petit mail synthétisé faisant, avec, on va dire, la valeur d'une lettre de motivation, plutôt qu'avoir une lettre entière de motivation en pièce jointe qui, ça m'encourage pas tellement à le lire, et comme on a beaucoup de candidatures, c'est vrai que c'est un peu ennuyant, quoi. C'est un peu ennuyant, et si je devrais donner un conseil aux candidats, c'est de plus axer son énergie sur des petits détails du CV, et s'orienter sur simplifier son CV visuellement et textuellement plutôt que de faire une lettre de motivation de une page. Vraiment de loin. Et par exemple, des petits tips pour imager ça, mais moi, si je pourrais voir sur des CV, si par exemple la personne est disposée est ouvert à faire des déplacements, c'est quand même un indicateur qui est hyper important. Et rien que ça peut le différencier d'un autre candidat sur lequel je n'ai pas l'information. Donc, franchement, c'est vraiment les petits détails qui font la différence. Et aller au plus simple. Après, ils ont le droit de faire une lettre de motivation, Stéphanie. Oui, tout à fait. Vous savez, il n'y a pas de règle. Après, il y a des évolutions. C'est vrai que la vie évolue. Les gens lisent de moins en moins. Donc, c'est vrai qu'une lettre de motivation, finalement, il vaut mieux être percutant et en une phrase qu'en 10. C'est dans l'air du temps. Après, c'est vrai aussi qu'il faut qu'on soit souvent, nous, ce qu'on conseille, c'est de répondre aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire que si une entreprise, elle demande faut faire ça, c'est pas compliqué. Si elle ne demande pas de lettre de motivation, on ne fait pas de lettre de motivation. Il y a aussi une dimension à prendre en compte, c'est que, en effet, avec le BIM, donc la maquette numérique, donc la gestion de la data, les entreprises vont forcément évoluer. Et donc, il faut qu'en effet, nos candidats soient attractifs aussi de ce point de vue. C'est-à-dire que même si les RH ou les responsables en entreprise aujourd'hui ne sont pas de ce monde-là, ils vont le devenir forcément. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour les jeunes d'aujourd'hui ou les moins jeunes qui se forment aujourd'hui de vraiment être sensibilisés à toutes ces notions, et donc de se forcer d'une certaine manière à rentrer dans ce monde-là, qui est la suite logique de ce que vous disiez, pour rester adapté, et puis pour être attractif et pour pouvoir valoriser ses talents et se positionner dans le meilleur poste possible. Ouais, c'est ça, et de témoigner de son intérêt envers, par exemple, le BIM, ou même là, c'est en train d'évoluer, mais sur tout ce qui est économie d'énergie, etc.
Ça, c'est quand même des paramètres hyper importants que le candidat peut mettre en avant s'il y a un intérêt, même pas forcément, même s'il ne le maîtrise pas, par exemple, vraiment le mettre en avant et dire que c'est un peu sur sa roadmap de compétences, quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, sur, je suis un peu obsessionnel, mais pour revenir sur le mail d'après-entrevue, c'est aussi beaucoup plus facile de faire un mail d'après-entrevue parce qu'on a des choses à dire et on peut raisonner avec son interlocuteur, en fait, tout simplement. On peut rappeler ce qui s'est dit en entretien. C'est vrai que ça fait une différence. Voilà, parce que en fait, créer une lettre de motivation en partant de zéro, sans avoir eu de contact oral avec quelqu'un, c'est très très dur. C'est vraiment très dur. Il faut vraiment que la personne résonne avec ce que vous dites pour que ça fonctionne, et c'est très rare que ça fonctionne, honnêtement. Par contre, le mail d'après-entrevue, peu de gens le font, bizarrement. Alors ça, c'est très étonnant. C'est qu'en fait, tout le monde fait des lettres de motivation, enfin beaucoup de gens encore, une personne sur deux à peu près, chez nous, que personne ne lit. Par contre, après entretien, où là, vous avez l'adresse mail de la personne avec qui vous avez eu un entretien, par définition, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas, ben, il faut la prendre en entretien, ne pas hésiter à le faire. Et vous pouvez avoir un contact direct avec cette personne pour la convaincre, pour lui montrer que vous êtes motivé et que même après cette entrevue, ben voilà, vous avez bien compris les enjeux, vous êtes toujours dans la course et vous restez à la disposition de la personne. Donc là, vous êtes sûr de marquer des points. C'est vrai que ça change vraiment beaucoup de choses et j'insiste vraiment là-dessus parce que je ne l'ai pas eu beaucoup. Mais quand je l'ai eu, ça marque quand même. On se souvient du candidat. Et je l'ai même eu une fois par SMS. Et franchement, ça change la donne. Il vaudrait mieux ne pas faire de lettre de motivation au départ et faire un petit SMS à l'arrivée ou un petit mail après entrevue, quoi. De loin. Vous imaginez par SMS. Moi, j'aurais jamais pensé à envoyer un SMS à un patron d'entreprise il y a 10 ans. C'est fou. Hein, on voit à quel point les choses évoluent. Après, ça dépend quelle entreprise est en face. Hein. Je Parle pour moi. Hein. Moi, il faut s'adapter. Moi-même sur Instagram, ça ne m'étonnerait pas. Je ne sais pas si Bouygues Construction ou un autre recrute sur Instagram, je ne suis pas sûr. On serait peut-être surpris. Peut-être. C'est qu'ils ont tout compris s'ils le font, en tout cas. Moi, je pense. Alors, si jamais un ou une DRH de Bouygues Construction nous entend, bah voilà, on vous encourage à recruter sur Instagram. Allez-y. Alors c'est vrai que cette technique du mail d'après-entrevue, nous on le conseille, hein, parce que ça fait partie pratiquement comment dire, de la politesse même, hein, de remercier quelqu'un de vous avoir reçu. Alors c'est une technique qui vient plutôt du monde commercial, hein, puisque dans une démarche commerciale, après un rendez-vous, voilà, on apprend docilement à faire cette action. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, tout comme vous disiez, l'approche directe. Il y a un moment où quand on est un candidat et qu'on souhaite absolument rentrer dans une entreprise, il faut sortir de sa zone de confort. C'est ça en fait, et employer toutes les techniques qui sont acceptables, en tout cas pour votre interlocuteur, pour en effet se démarquer comme vous l'avez dit. Et donc le petit mail de remerciement et puis de récapitulatif, hein, pour réinsister sur sa propre motivation, à condition qu'il y en ait vraiment une. Parce que moi, vraiment, le conseil que je donnerais, c'est de rester très authentique, que comme vous le disiez dans le CV, déjà de mettre des choses vraies dans le CV, hein, ça fait pas de mal de le dire. Et puis pendant l'entretien, d'être aussi dans un vrai échange. Et du coup, dans le mail de remerciement, de ne pas le faire juste parce que c'est obligé, mais y mettre beaucoup de soi pour que justement le recruteur comprenne bien votre personnalité et vous choisisse en connaissance de cause. C'est ça. C'est ça. Beaucoup de profils techniques ne sont pas très à l'aise en entretien. Non, voilà, c'est normal. C'est difficile de savoir se vendre. C'est la même chose. C'est quelque chose qui s'apprend. Nous, on essaie de l'enseigner au fil de l'eau auprès des différents candidats qu'on peut voir.
Et même, j'ai envie de dire que parfois, les profils commerciaux, qui normalement savent vendre, sont parfois les moins bien lotis dans ce domaine. Pour se vendre eux-mêmes, ouais. Pour se vendre eux-mêmes, parce qu'ils sont peut-être humbles, mais c'est parfois ça vient de bonnes choses. Hein. C'est-à-dire que voilà, ils ont du mal à se mettre en avant, ils ont du mal à aller chercher aussi leur interlocuteur sur des choses plus personnelles. Il faut pas hésiter, vraiment pas hésiter. Mais je ne sais pas si on a le temps vraiment de parler de tout ça. Je voulais pas être trop long sur le sujet, mais en gros, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de se vendre. Ça porte bien son nom. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver préparé à une entrevue. Arriver préparé à une entrevue, c'est très concret. Ça veut dire prendre des informations qu'on a notées sur l'entreprise et savoir les restituer. Savoir parcourir rapidement un site internet n'est pas suffisant qu'on se le dise. Il faut réellement noter différentes références, différents projets de l'entreprise, différentes personnes qui sont dans l'entreprise, leur parcours, pourquoi pas, et ensuite en parler. Dire voilà, j'ai vu que vous faisiez tel projet. Moi, c'est des choses sur lesquelles je suis déjà intervenu ou qui m'intéressent dans l'absolu parce que ça répond à mon projet de carrière. Voilà. Ce genre de choses, ça impacte énormément pendant l'entretien, de ne pas se limiter uniquement à une présentation peut-être un peu plate de son profil. Et on voit la même chose côté entreprise. Une entreprise qui simplement présente voilà, les missions d'un poste et les projets de l'entreprise de façon un peu plate. Il ne faut pas hésiter à aller chercher la personne en face de toi. Mais bon, par convention, c'est plutôt au candidat de le faire, de faire le premier pas, en tout cas. Donc, ne pas hésiter à mettre ça en avant et conclure un entretien comme dans la vente. Dans la vente, pour que ça fonctionne, il faut bien conclure. Et il faut partir avec un début de réponse positive ou en tout cas être sûr de l'avis de son interlocuteur. Donc, ne pas hésiter à le demander, dire voilà, moi, à la lumière de l'entretien qu'on a eu aujourd'hui, ce poste que vous proposez m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez de ma candidature? Ça permet à la personne en face de soi de répondre aussi et de se positionner, pourquoi pas, et de rentrer déjà dans un début de proposition de négociation, ou en tout cas, vous savez assez rapidement ce qu'il en est. Si la personne en face de vous laisse un blanc et dit bon, on vous rappellera, c'est vraiment bon signe. Mais en tout cas, voilà, c'est une technique que nous, on peut conseiller et qui sont inspirées de la vente. C'est exactement ça. Est-ce que je peux me permettre de répondre à une question que Chloé a posée dans le chat? Bien sûr. Oui. Donc Chloé demande si elle a postulé sur Parcoursup, hein, donc j'imagine qu'elle est bachelière ou en bac+1 en reconversion, en réorientation, pardon. Donc en effet, Chloé, lorsque vous postulez sur Parcoursup sur une de nos formations en apprentissage, vous pouvez dès à présent commencer vos recherches d'entreprise. Et donc, nous, ce que nous vous conseillons, c'est de prendre contact, si ça n'a pas déjà été fait, avec le campus saisie sur lequel vous vous êtes positionné, et on va vous conseiller pour que vous ayez le maximum d'informations pour pouvoir préparer votre candidature auprès des entreprises. Mais en effet, quand on veut faire une formation en apprentissage pour septembre prochain, c'est dès maintenant que ça se joue, parce que vous allez être nombreux à chercher, donc plus vous commencez tôt, mieux c'est. Mais il ne faut pas hésiter à demander conseil au saisie le plus proche de chez vous ou celui sur lequel vous vous êtes inscrit. Merci Stéphanie, je crois que Chloé est en train de répondre. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on parle. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui peuvent intervenir. Si jamais vous en avez, en tout cas, c'est le moment. Dans tous les cas, moi, je resterai disponible sur mes réseaux sociaux ou en direct. N'hésitez pas. Et à la fin de ce webinaire, vous recevrez tous et toutes un lien vers un replay et pour pouvoir le regarder tranquillement quand vous aurez un peu plus de temps à lui accorder. Jérôme, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Non, sur un sujet en particulier ou sur ce qu'on a parlé l'an dernier, je vois pas ce que je peux ajouter. Après, je ne sais pas s'il y a eu des questions auxquelles on peut répondre, peut-être, je ne sais pas.
En tout cas, j'ai vu plusieurs questions passer concernant les dates pour les formations saisies, etc. Ouais. Moi, je les ai pas sous le coude, faut être clair. Donc, je Mais connais moi, pas toutes les dates c'est un peu la de la réponse Terre que vous allez entière. donner à la prochaine question. Donc, moi, ce que je conseille vraiment chacun, si vous souhaitez avoir des informations plus précises sur les formations que Saisie propose, on a 25 campus en France. Donc, il y a forcément un Saisie près de chez vous. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez Saisie et vous tombez sur notre site Internet et vous allez pouvoir trouver un campus avec un numéro de téléphone. Et là, vous appelez et on vous orientera vers qui peut répondre à vos questions et vous donner plus d'informations. Voilà. C'est pareil, j'ai pas tout sous la main. J'ai détecté quand même une ou deux questions. Ouais. Je vois qu'il y a une question de Marie. Transmettre une vidéo de présentation et de motivation en remplacement de la lettre de motivation, est-ce que ça serait bien vu? Moi, je trouve que ce serait encore pire que la lettre de motivation elle-même, puisque dès qu'on va voir que c'est une vidéo, on va se dire que c'est quelque chose d'assez lourd, d'assez long, et on va nexter, quoi, en gros. Après, c'est pour un métier Ça dépend des métiers, ouais, c'est ça. de graphiste ou Oui. monteur, designer, etc. Ouais, mais dans le cas du bâtiment, je doute que ça soit un atout. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Un responsable de chantier faire une vidéo de présentation. Ça Après, m'est jamais arrivé, pourtant j'en ai vu. faut tenter, hein, on ne sait jamais. En fait. Oui, peut-être. Ce serait une première, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Faut être sûr de soi. Mais c'est risqué, mais c'est intéressant. Pas risqué, non. C'est bien joué. Voilà, moi je pense. Pourquoi pas, hein. Une question aussi de Pani Junior. À quel moment pensez-vous qu'on parle salaire? Je ne sais pas s'il y a un bon moment pour parler salaire, mais en ce qui concerne Mastéos, Jamais. on en parle au premier coup de fil, directement en fait. On demande même au candidat combien il souhaite et combien il envisage pour le poste auquel il postule. Et après, nous, en interne, on a notre grille salariale, bien sûr, mais en tout cas, on parle salaire dès le premier coup de fil, au moins dans un sens, quoi. Bien sûr. Bien sûr. J'ai envie de dire que c'est un sujet hyper important. Il faut en parler très tôt pour ne pas aller au bout d'un process de recrutement qui serait trop long et que ce soit déceptif à la fin et que ça ne vous convienne pas. Donc, je pense que c'est aussi de l'ordre, du professionnalisme de l'entreprise de connaître vos prétentions salariales avant de vous faire rentrer dans un process de recrutement éventuel. Après, parfois, le sujet ne se présente pas. L'idée tout de même, c'est surtout de ne pas commencer par ça, parce que ça dénote quand même que le candidat est intéressé uniquement par l'aspect rémunération. Donc déjà, être sûr que le projet vous correspond, être sûr que l'entreprise vous correspond, etc. Et si toutes les cases sont validées, et si l'entretien se passe bien, donc plutôt, moi je le conseille, si jamais ça n'a pas été évoqué comme chez Mastéos au début, ou alors pendant un premier entretien téléphonique par exemple, à la fin de l'entretien, en disant écoutez, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais voilà, les prétentions salariales sont de temps. Mais pas hésiter à l'évoquer en tout cas. Ne laissez pas le sujet être oublié et au final que ce soit négatif pour vous et que ça vous plaise pas, tout simplement. Il faut vraiment que vous vous sentiez bien dans votre travail aussi sur l'aspect rémunération, donc c'est important. Voilà. Faut pas en parler après avoir signé le contrat, hein, surtout. Non, je l'ai déjà vu aussi, ça. Oui, donc là, ma collègue me dit que il faut que je parle absolument de l'étude de salaire qu'on a publiée. Donc, si jamais vous vous interrogez sur la rémunération qui correspond à votre poste, à votre niveau d'expérience, n'hésitez pas à la consulter. Elle est gratuite, évidemment. Vous avez simplement à aller sur notre site internet, www.brix.fr, et vous inscrire sur la petite étude de salaire, et on vous l'envoie directement. Donc, voilà. Ça, j'espère qu'elle pourra vous éclairer. Voilà. Oui, si j'avais une question moi aussi sur les métiers de la construction durable. Quel métier en particulier a une bonne employabilité? C'est pas évident comme question, je vous le cache pas. C'est un peu comme Stéphanie, j'ai pas forcément tous les éléments sous le coude, mais ce que je peux vous dire moi, ce qui revient souvent, les problématiques qu'on me pose souvent, c'est des problématiques orientées vers la thermique du bâtiment, donc thermicien,
peut parler de CVC aussi, disons tout ce qui est conception généraliste orientée un peu sur des problématiques développement durable de plus en plus. CVC est très demandé aussi, thermique du bâtiment de plus en plus sur des pôles HQE par exemple. Et sinon, ce qui est un petit peu nouveau, encore que pas tant que ça, mais c'est en train de s'accentuer, c'est toutes les compétences autour des certifications environnementales du bâtiment, extrêmement demandées parce que c'est en train de se durcir en effet au niveau des normes qui sont appliquées sur les bâtiments neufs et sur la réhabilitation avec il y a eu le décret tertiaire récemment, il y a les normes RT 2020 qui sont mises en vigueur cette année également. Donc voilà, beaucoup de réglementations qui sont appliquées qui nécessitent d'avoir des compétences bien spécifiques et ça, c'est des choses qu'on demande de plus en plus dans toutes les régions. Là, vous m'avez parlé de la région PACA et Occitanie en particulier. C'est vrai partout en France. C'est vrai partout en France parce que c'est une réglementation nationale qui s'applique sur toutes les constructions. Donc, à partir de là, voilà, c'est demandé partout. Voilà, je pense que là, on arrive un petit peu à la fin du temps. Alors moi, j'ai une dernière question à laquelle j'aurais aimé répondre qui a été posée par Rachel, qui rebondit sur ce qu'un autre participant disait. Est-ce que la formation saisie n'est pas un peu trop généraliste finalement? Alors, là, je suis assez à l'aise pour répondre à cette question parce que c'est moi qui ai fait ce choix, en fait, hein, d'afficher une formation tout corps d'État. Pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où on considère que notre rôle, c'est de garantir l'employabilité des jeunes qui sont formés chez nous, il est toujours plus facile de se spécialiser après avoir acquis une formation en tout corps d'État que de faire l'inverse. Pour une raison fort simple, c'est que dans les ouvrages, quand on construit des ouvrages, une des principales préoccupations, ça va être l'interface entre les corps d'État. C'est là où souvent il y a des dérapages, soit de qualité, soit Oui. de coût, soit de durée, soit de délai. Donc pour nous, c'était très important de donner le maximum de connaissances sur le tout corps d'État. Donc la contrepartie de ça, c'est qu'en effet, on ne peut pas dire que les responsables de chantier ou les chargés d'affaires qui sortent de chez nous soient spécialisés en électricité ou en plomberie ou en gros œuvres. Mais par contre, ils ont une meilleure employabilité. Et pourquoi on a pu se permettre ce choix? Parce qu'ils ne passent qu'une semaine par mois chez nous. Les 3 autres semaines, ils sont dans une entreprise qui soit est tout corps d'État, hein, mais pas obligatoirement. Il y a beaucoup de jeunes chez nous qui sont en entreprise, dans des entreprises spécialisées. Donc, qui pendant les 3 semaines où ils travaillent dans l'entreprise, là, ils viennent acquérir des connaissances qui sont liées à leur corps d'État, en effet. Mais en tout cas, pour nous, on est sûr qu'ils aient au moins des notions de base sur le TCE. Alors, c'est les choix qu'on a faits là il y a quelques années. Peut-être que ces choix évolueront, hein, parce que nous, on s'adapte vraiment aux besoins des entreprises, mais tout en étant garant quand même du fait de donner une formation qui permette aux jeunes d'évoluer tout au long de leur carrière. Et c'est toujours plus facile quand vous avez déjà des notions sur tous les corps d'État de changer de corps d'État en cours de carrière que quand vous êtes hyper spécialisé en plomberie, par exemple. Absolument. Voilà. Donc, c'est un parti pris que j'assume. Vous avez raison. Je pense que vous avez raison. Hein. Il faut, quand on est électricien et qu'on veut faire passer de l'électricité dans un mur, il faut avoir des notions de structure, de cloison, d'aménagement. Il ne faut pas se tromper. Donc, hyper important d'avoir cette cloison, cette base généraliste. Ok, je crois que là, on arrive au bout. Dernière question de Christelle sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Est-ce que c'est demandé? Bien sûr, bien sûr. Oui. Et c'est de plus en plus demandé en alternance. Moi, là, pour les jeunes qui se demandent peut-être est-ce que finalement le BTP, ça m'intéresse vraiment, il faut qu'ils élargissent leur vision parce qu'aujourd'hui, nous, on constate qu'on a dans nos promotions des jeunes qui sont dans tous les métiers du BTP et c'est très large les métiers du BTP. Donc, on a des jeunes qui travaillent en maîtrise d'ouvrage, donc sur des projets qui sont très intéressants. On a des jeunes
qui travaillent en maîtrise d'œuvre, donc c'est aussi un autre point de vue. On a des jeunes qui travaillent chez des fournisseurs du bâtiment, donc il ne faut pas avoir seulement la vision de l'entreprise de construction qui intervient. Il y en a beaucoup quand même, hein. C'est encore un grand pourcentage de nos jeunes, mais il y a beaucoup de métiers très intéressants chez les autres acteurs de la construction, et notamment chez les intégrateurs, hein, où Jérôme en est un exemple concret, chez des intégrateurs qui ont besoin de gens qui connaissent toute la chaîne. Absolument. N'est-ce pas, Jérôme? Bon, je pense qu'on est arrivé au bout. Quelque chose à rajouter, messieurs, dames? Ces échanges étaient très agréables. Pour moi aussi. C'est vraiment intéressant. Ouais, Voilà. ça vous a plu? Bon, super. J'espère que ça a plu à tout le monde et tous ceux qui nous ont écoutés. Encore une fois, voilà, tout le monde va recevoir un lien pour le replay. De l'autre côté, n'hésitez pas à le transmettre aussi, hein, que ce soit côté nos auditeurs, on veut dire, et vous, bien sûr, Jérôme et Stéphanie. Ouais. Et puis, voilà, je reste à dispo. J'espère à bientôt. J'espère qu'on pourra refaire ça très vite. Et je suis dispo pour toute question. Voilà. Très Super. bien. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Salut tout le monde.